C'est en 1817 que le docteur James Parkinson décrit pour la première fois la maladie qui portera son nom. On en parle tout de suite avec mes invités. La maladie de Parkinson, qu'est-ce que c'est? Pour schématiser, c'est la perte des neurones de la substance noire impliquée dans la production de dopamine. Alors la dopamine, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur nécessaire au bon fonctionnement d'un système qui s'appelle le système nigrostrial, qui a pour fonction d'organiser et de gérer les mouvements. La maladie de Parkinson se caractérise essentiellement par des symptômes moteurs, lenteur du mouvement, tremblement du corps, rigidité musculaire et instabilité posturale. Elle touche en France près de 200 000 personnes avec 20 000 nouveaux cas par an. France Parkinson a édité une plaquette intitulée « J'explique Parkinson » et voici quelques points clés tirés de cet ouvrage pour mieux comprendre la maladie. Alors, le premier point clé s'appelle « tous différents ». En fait, 15 symptômes sont présents dès le diagnostic, mais peuvent être ressentis et évoluer différemment selon les personnes et leur âge. En conclusion, on peut dire que chacun a sa maladie de Parkinson. Le deuxième point clé, c'est la lenteur. 88% des personnes atteintes sont affectées par la lenteur du mouvement, et ce, dès le début de la maladie. Le troisième point, c'est le mouvement. 85% des personnes ressentent une sensation de raideur et 64% sont atteintes de tremblement. Les traitements, on en parle, c'est les dopaminergiques. Ils visent à compenser de la manière la plus continue possible le déficit en dopamine. C'est la pompe apomorphine, c'est aussi la SCP dont on reparlera tout à l'heure. La SCP, c'est la stimulation cérébrale profonde ou aussi neurostimulation. Elle est réservée à environ 5% des malades. Un autre point clé de cette maladie, c'est ce qu'on appelle les périodes on-off. 44% des malades sont touchés par des blocages périodiques ou des fluctuations ou encore ces périodes on-off. Les fluctuations sont amplifiées par les émotions. Un autre point clé, c'est le regard. 41% des malades déclarent souffrir du regard des autres. Enfin, un autre problème, c'est la concentration. 66% des malades ont des problèmes de concentration et 56% des malades se disent très anxieux. C'est les problèmes d'hyperémotivité. Alors voilà pour ce descriptif rapide. Maintenant, j'accueille sur le plateau mes invités. J'accueille en premier Jean Corbet, vous êtes délégué du comité France Parkinson Val d'Oise, et Sylviane. Donc vous, Sylviane, vous souffrez de la maladie Parkinson et très gentiment, vous avez accepté de venir témoigner et parler de votre maladie. Je vous en remercie beaucoup parce que avec les symptômes que j'ai décrits avant, je sais que c'est pas toujours facile de venir et notamment c'est pas forcément facile de planifier quelque chose pour les malades parce qu'avec ces périodes on-off, on peut planifier des choses et puis ensuite ne pas les réaliser. Alors ces fluctuations justement, ces périodes on-off, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Eh bien oui, ça, quand on est au ralenti et que on a du mal à marcher, ça c'est difficile et on stresse et on veut avancer et puis on n'y arrive pas. Et donc plus on stresse et plus, oui, plus voilà, ça amplifie on essaie de souffler. C'est fonction de la prise des médicaments. Oui, voilà, c'est en fonction des prises de médicaments, Vous en des prenez horaires et combien, à tout, peu toutes près, les 3 heures. Toutes les 3 heures. Et vous êtes plutôt en off, sans pile, sans énergie, entre guillemets, au moment de la prise du nouveau médicament. Oui. Et par contre, quand vous êtes en milieu de prise du médicament, donc 1h30 plus tard, en simplifiant, vous pouvez au contraire avoir une énergie un peu plus... et même des mouvements un petit peu, qu'on appelle des dyskinésies. Oui, on va en parler. C'est moi qui fais l'interview, Jean. Ah, d'accord, pardon. Non, mais c'était pour aider Sylviane. Oui, j'ai bien compris, mais ne vous inquiétez pas, on va en parler. Alors, vous m'aviez dit, quand on est dans des périodes on-off, il est inutile, voire pénible, de dire à un malade « secoue-toi un petit peu ». Ah oui, tout à fait, oui. Alors, allez-y. Non, allez-y. Non, mais c'est vrai, parce que si on sent que la personne veut qu'on bouge plus, c'est ce moment-là qu'on n'y arrive pas. Ça vous stresse encore plus? Ça stresse, oui, ça stresse. Oui. Ça, c'est quelque chose de commun à tous les malades. Tout à fait. Vous dites à quelqu'un, on s'en va, on part, pour rattacher la fermeture éclair, ça y est, on a du mal à le faire.
Il ne faut surtout pas, effectivement... Surtout pas les stresser. Vous avez bien l'habitude de ça, parce qu'il faut préciser, Jean, que votre femme est atteinte, donc vous savez ce que c'est que vivre avec quelqu'un qui a la maladie. Je le sais, mais je ne sais pas tout, parce qu'en fait, c'est le bonheur pour l'instant, entre guillemets, pas pour mon épouse, certes, mais elle est encore dans un début de maladie. Mais comme par l'association, je fréquente de nombreux malades et aidants, je vois effectivement tout ce qui peut arriver. Alors, les mouvements désordonnés, vous en avez parlé, ça c'est un des premiers symptômes aussi de la maladie. Comment vous vous êtes rendu compte que vous aviez la maladie de Parkinson? Justement à cause de ces mouvements, non? Justement non, c'est à cause de mon ralentissement, d'avancer, de faire les choses. Mon bras gauche je ne pouvais plus m'en servir, enfin pratiquement plus. Et donc, quand on marche, on a les bras qui sont comme ça, ballants, et là, mon bras ne bougeait plus. Donc, je sentais que je ralentissais. Le ballon du bras était un signe clinique qu'on voit très tôt, qui ne marchait plus. Et juste pour ajouter, comme si vous le permettez, les dyskinésies ne sont pas propres à la maladie au départ. C'est en fait les médicaments qui amènent les dyskinésies. La période on-off n'est pas due à le terrain maladie intérieure, mais c'est la prise des médicaments qui entraîne ces signes un peu étranges de gêne. Le regard des autres, l'incompréhension face à cette maladie, ça... Non, j'évite. Je vois les gens qui me regardent et j'avance. Enfin, je fais comme si... Mais vous le voyez quand même, le regard des autres. Oui, on voit. Comme les gens qui prennent soin de vous, qui vous aident, ou les gens qui vous regardent de travers. Oui, et qui se disent qu'est-ce qu'elle a, parce qu'ils ne connaissent pas cette maladie. En fait, ils ne connaissent pas cette maladie. Ou alors ils ont bu, quand on a des mouvements bizarres, c'est les gens, ils se posent des questions aussi. Mais bon, je fais comme si je ne les connaissais pas. Puis de toute façon, j'avance. Et puis, de toute façon, c'est comme ça. C'est comme ça, on peut pas... Voilà. Sinon, on ne sortirait plus. Après, si on reste cloîtré chez soi, c'est pas une vie non plus. Il faut... Vous êtes courageux, et c'est très important de dire qu'il faut sortir de chez soi, parce que conserver une vie sociale. Et c'est très important aussi pour lutter, non pas contre la maladie, comme on dit, mais pour lutter avec la maladie. Ouais. Et apprendre à vivre avec cette maladie, l'apprivoiser. Les problèmes de concentration, en fait, on dit que les malades ont des problèmes de concentration. Il faut bien souligner que les malades, ils ont toute leur tête. Ils ont des problèmes de concentration, mais ils sont... Hein? Oui. Ça vous gêne, vous, dans votre vie de tous les jours, ces problèmes de concentration, on va voir? Oui, quand même. Quand même. Il y a des fois, je me dis, j'aurais dû... j'oublie des choses que j'oublie plus facilement qu'avant. Pour ce qui est de la concentration, effectivement, comme cette maladie peut toucher des gens qui sont encore au travail ou chargés de famille, avant 60 ans, on va dire, avant la retraite, effectivement, au travail, la concentration fait que les gens, assez vite, ont du mal pour le travail et ça pose un gros problème social. Et l'hyperémotivité doit poser aussi un gros problème au travail, parce qu'au travail, on est sous pression, Bien sûr. Oui. Et c'est guère compatible, on va dire. Oui. Mais l'hyperémotivité, ça pose aussi un problème dans la vie en règle générale, parce que en fait, l'hyperémotivité, ça nourrit le symptôme. Comme vous savez que vous allez peut-être surréagir, vous êtes hyperémotif, la moindre émotion déclenche... Alors, qu'est-ce que ça fait, par exemple, quand vous avez une émotion, quand vous avez un stress? Est-ce que vous vous sentez stressé, là, maintenant? Un peu, oui. Oui, quand même, parce que j'ai peur de dire des bêtises ou Mais non. Voilà. Et quand vous vous sentez stressé, c'est là où il y a des mouvements, c'est là où il y a... Aussi, oui. Le tremblement est accentué avec le stress. Pas de stress, tout va bien. Tout va bien, on est entre nous. Moi, je connaissais les symptômes de la maladie parce que mon frère est atteint de la maladie depuis quelques années, donc je savais que les symptômes que j'avais, c'était ça. D'accord. Quand je suis allée consulter mon neurologue, vous saviez déjà. C'est moi qui ai dit au neurologue ce que j'avais. D'accord. Ça vous a angoissé? Oui, mais bon, c'est comme ça. Il fallait y aller, il fallait avoir un traitement. Alors votre frère, justement, il a subi une SCP, donc on va en parler parce que là le temps avance. Alors la SCP, la stimulation cérébrale profonde ou la neurostimulation, c'est une opération lourde qui dure 8 à 10 heures et qui consiste à implanter symétriquement des électrodes dans la zone subthalamique et puis à implanter des piles au niveau du thorax. Ensuite, il faut connecter ces piles via des fils sous la peau aux électrodes. Tout ça, c'est sous anesthésie locale, c'est assez impressionnant. On n'est pas endormi. Et pourquoi on n'est pas endormi? Parce qu'en fait, il faut tester la dose des stimulations électriques
pour tester les effets en fait sur le patient et régler les effets sur le patient, détecter éventuellement les effets anormaux. Alors ça concerne 5% des malades uniquement. Les indications sont très précises, hein. Il faut avoir une maladie de Parkinson avérée et non un syndrome parkinsonien. Il faut avoir une maladie ayant au moins 5 ans d'évolution, des signes moteurs pas trop développés, au moins 70 ans, pas de troubles cognitifs importants, pas d'autres opérations d'affectation grave et être correctement entouré. Alors les objectifs... Moins de 70 ans. Moins de 70 ans, oui, j'ai dit plus. Je crois. Ah bon, écoutez, voilà, moins de 70 ans, vous avez raison de rectifier. Les objectifs, c'est diminuer les doses de L-Dopa, améliorer la qualité de vie en réduisant les symptômes, la réduction de 60 à 90% du handicap moteur et l'amélioration du sommeil. Il faut bien expliquer que ça ne soigne pas la maladie, mais que ça réduit simplement les symptômes. Alors, votre frère, vous qui s'est fait opérer, quel a été le bénéfice de cette opération? Il remarchait bien parce qu'il avait des difficultés à avancer. Il parlait, c'est pareil, on avait du mal à le comprendre. Et dès cette opération, il a remarché assez rapidement. Il a parlé assez bien. On n'en croyait pas. Mais dès le réveil, dès la sortie de c'est quasi miraculeux, cette opération. Ouais. Et par contre, est-ce que ça a duré? Ça n'a pas duré si longtemps que ça. Et là, en ce moment, il est en maison de retraite. Et ça a duré combien de temps à peu près, les effets bénéfiques chez lui? 1 an et demi, 2 ans peut-être. 1 an et demi. Et quel âge il avait? Quel âge il avait déjà? Il avait dit 60 ans. 60. Quand il a été neurostimulé. Non, 50 ans. Non, 50 ans de diagnostic. Oui, voilà. Et 60 ans neurostimulé. Voilà. Vous, dans l'association, vous avez une expérience peut-être un peu plus globale. C'est quoi les bénéfices, malgré tout, pour les... Disons, effectivement, avec le comité France Parkinson, on se réunit entre autres tous les ans avec l'ensemble des comités. Donc là, je vois bon nombre de malades et il y en a un certain nombre qui sont neurostimulés. Le président est neurostimulé. Et effectivement, pour certains, on peut dire il était ressuscité. C'est le terme, je crois, quand ça marche. Mais quelquefois, il peut y avoir des déboires qui sont relativement pas nombreux. Je ne sais pas si vous comptiez les citer, mais il faut quand même le dire. C'est pas toujours totalement une Là, réussite. on n'aura pas le temps de les citer. On arrive au terme de l'émission. Mais disons, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir un hématome. Mais effectivement, c'est très important. Mais le médicament, la L-Dopa, est quand même le médicament premier qui soigne la maladie. Quand on dit soigne, on ne la guérit pas et on n'arrive pas à combattre son évolution. Absolument. C'est uniquement pour diminuer les symptômes. Malheureusement, il n'y a rien d'autre aujourd'hui. En 30 secondes pour finir, parce qu'on arrive vraiment au terme de l'émission, 78% des personnes atteintes estiment ne pas avoir besoin d'une auxiliaire de vie. Comment on trouve le bon compromis entre garder son autonomie et malgré tout, pour les aidants, trouver quelques bulles d'oxygène? Alors effectivement, on n'a pas parlé des aidants, mais c'est très important. Parce que en une seconde, là, on est cette arrivé. maladie se vit à 3 finalement. Le malade, l'aidant et Parkinson. Et c'est très difficile d'accepter de se faire aider, c'est vrai, c'est un constat. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir les associations comme la vôtre. La mairie. Absolument. Je vous remercie, Jean, pour tout le travail que vous faites chez France Parkinson. On peut aider l'association sur www.franceparkinson.fr. Merci Sylviane d'avoir fait l'effort de venir en studio, c'est vraiment gentil de votre part. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez rencontrer Jean ainsi que les médecins spécialistes de la SCP et de Parkinson et des maladies neurogénératives, je vous donne un rendez-vous le 14 octobre aux entretiens médicaux d'Anguin que j'aurai le plaisir d'animer et qui seront consacrés au cerveau. Voilà, je vous remercie à tous, à bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien. Merci.